Alice Ekman, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité pour l'Union européenne. Vous êtes aussi l'auteur, il y a un an, d'un livre qui s'appelle Rouge vif, l'idéal communiste chinois, qui a été publié en janvier 2020, donc vraiment au tout début de la pandémie. Un an plus tard, beaucoup de choses se sont passées concernant la Chine. C'est-à-dire que la Chine, où est partie la pandémie, est entre-temps devenue un petit peu le vainqueur symbolique de cette pandémie, en ayant réussi à vendre pas mal de masques, notamment aux pays occidentaux, en ayant réussi à avoir une croissance tout à fait exceptionnelle, la seule croissance d'ailleurs vraiment de qualité dans le monde pendant cette année 2020. Et aujourd'hui, donc, on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment la victoire du capitalisme à l'intérieur de la Chine? Et est-ce que cette croissance, effectivement, dit au revoir, en gros, un peu aux idéaux communistes du pays? Alors non, alors est-ce que c'est une victoire? Moi-même, je suis pas sûre, parce que elle se projette comme victorieuse, le parti se projette comme victorieux. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'on est entré dans une guerre de communication, certains diraient une guerre de propagande, acharnée, virulente, agressive, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, au sein du ministère des Affaires étrangères chinois, avec des joutes verbales particulièrement fortes, plus récemment avec une politique de sanctions et d'échanges œil pour œil, dent pour dent avec l'Union européenne et Pékin, mais aussi entre les États-Unis et Pékin. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais clairement, la pandémie n'a pas remis en cause la centralité du parti communiste chinois, ni ses références marxistes-léninistes, ni finalement son idéologie. Hein, déjà avant la crise du Covid, et vous avez raison de préciser que Rouge vif est paru avant même le début de la crise épidémique qui était difficilement prévisible, et à ce moment-là, j'ai essayé de souligner par des faits précis, de manière aussi réaliste que possible, avec autant de rigueur que possible, la centralité du parti. Le parti, c'est 90 millions de membres, c'est 2 millions de nouveaux adhérents qui prennent leur carte chaque année, qui sont sélectionnés parce qu'il y a un processus assez difficile, assez rigoureux, assez strict. C'est des cellules du parti dans quasiment toutes les institutions du pays. Bien sûr dans les universités, dans les hôpitaux, et on l'a vu lors de la crise du Covid. Il y a également des comités de quartier qui existent toujours, hérités de l'ère maoïste. Et sous Xi Jinping, il y a eu aussi le développement de cellules du parti au sein des entreprises privées. Ce n'est pas nouveau, hein, elles existaient auparavant. Beaucoup d'entreprises privées n'ont pas de cellules du parti, mais Xi Jinping a encouragé à la création d'un nombre croissant de cellules du parti au sein des entreprises privées. Et on voit plus récemment que des grandes entreprises de la tech, telles que Alibaba, sont aussi recadrées par le parti. Donc finalement, la crise pandémique ne marque pas un tournant politique en Chine, c'est peut-être une accélération de la campagne de propagande qui est existante sur un parti efficace face à des démocraties qui ne le seraient pas. Et finalement, quel que soit le sujet, le parti vraiment essaye de s'engouffrer dans une compétition entre systèmes de gouvernance qui a déjà été lancée depuis près de 5 ans et qui se renforce aujourd'hui. Je ne sais pas finalement si la Chine est victorieuse face à la crise pandémique. Je pense qu'on a besoin de plusieurs années de recul peut-être pour le voir, parce qu'à un moment, il y a quelques mois encore, en effet, on envoyait des signes de croissance de l'économie chinoise, des signes qui sont réels et vérifiés, mais en même temps, les États-Unis étaient loin derrière. Et maintenant, la politique vaccinale s'est engagée, et c'est aussi en fonction d'une reprise comparée qu'on pourra juger, parce que maintenant aussi l'économie américaine semble se redresser progressivement, parce que le vrai ennemi pour Pékin, c'est bien les États-Unis. Et on l'a vu lors du sommet d'Anchorage en Alaska, qui est le premier sommet bilatéral donc entre la Chine et les États-Unis depuis l'élection de Joe Biden, que les tensions sont extrêmement fortes, tensions commerciales, technologiques, mais aussi idéologiques et politique. Lorsque la partie américaine a suggéré qu'à l'agenda soit évoquée la question des droits de l'homme, du Xinjiang, de Hong Kong, tout de suite les homologues chinois ont répondu que les États-Unis devraient améliorer la situation des droits de l'homme sur leur propre territoire. Donc vous voyez bien ici qu'on est vraiment dans une joute verbale qui a été creusée et renforcée en partie durant la crise pandémique. Mais malgré tout, enfin en tout cas dans les dernières années, y compris encore pendant cette année, les analystes, donc les journalistes ont tendance à penser que ce pays désormais fonctionne vraiment de manière capitalistique et a laissé derrière lui ces idéaux entre guillemets marxistes, communistes, etc. Donc moi j'entends bien que le parti communiste en tant que tel est très présent dans le pays, mais
le peuple chinois par rapport à ça, par rapport, on va dire, à cet idéal communiste et marxiste, comment le vit-il? Est-ce que c'est, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est le parti d'abord, mais les idéaux derrière, est-ce qu'ils sont aussi présents dans la Chine populaire actuelle? Déjà, c'est difficile d'opposer population et parti parce que 90 ou 92 millions de membres bientôt, c'est à peu près 8% de la population. Donc il y a quand même une part de la population qui adhère à un parti. Alors est-ce qu'ils adhèrent par opportunisme, pragmatisme ou par idéologie, c'est très difficile à dire. Moi, j'ai rencontré des gens avec des motivations très différentes au sein du parti. Certains, on sentait vraiment une ferveur idéologique, hein, et ils n'hésitaient pas parfois à dire que certains de leurs camarades n'étaient pas assez purs idéologiquement et qu'il fallait qu'ils soient rééduqués. J'ai entendu ce type de paroles. Et d'autres, on voit bien que c'est aussi un jeu parce que le parti est aussi une distinction. C'est-à-dire quand vous êtes un bon étudiant, vous avez, on vous propose plus facilement d'accéder au parti. Quand vous êtes aussi, on est entré dans une période de diversification du recrutement au sein du parti avec une volonté que les migrants, les paysans soient davantage représentés, les femmes, les jeunes. Donc il y a une politique de recrutement qui est très, on va dire, réfléchie et pragmatique. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment ce que j'ai vraiment essayé de comprendre, c'est l'approche de l'élite politique en Chine. Et cette élite politique, oui, elle fait directement référence à une idéologie marxiste-léniniste qui n'est pas qu'une référence. Quelles sont leurs méthodes pour faire ça? Est-ce que ça passe par les médias? Est-ce que ça passe par la télévision? Ça passe par plein de canaux. Tout d'abord, en 2018, le 200e anniversaire de la naissance de Marx a été célébré en grande pompe dans tout le pays et dans toute la fonction publique. Quasiment a dû s'arrêter pour célébrer l'anniversaire, le 200e anniversaire de la naissance de Marx. Ça passe par, en effet, énormément de commémorations. Cette année 2021, c'est le 100e anniversaire de la création du PCC, avec énormément. Donc ça passe par exemple par la commande à des artistes, si on peut appeler des artistes, en tout cas des artistes qui sont disponibles pour glorifier le parti. Ce sera que des artistes chinois ou est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'il y a des commandes extérieures aussi? Est-ce qu'on pas à ma connaissance, comme ça pourrait exister, mais pas à ma connaissance. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une commande assez large, on va dire, de travaux pour glorifier le parti au cours de cette année. Travaux, dits artistiques, mais aussi des campagnes des médias pour souligner tous les succès du parti depuis sa création. Également des campagnes d'éducation dans les écoles pour rappeler l'histoire du parti, ses succès et sa légitimité pleine et entière. Et donc on a vraiment différentes actions et qui passent aussi encore une fois par l'éducation. Et ça c'est important de le souligner parce qu'on a quand même aujourd'hui un environnement, c'est-à-dire dans la rue les slogans du parti sont là, dans les écoles le cadre, le programme est politique et idéologique, dans les musées c'est aussi le cas. À la télé, il y a aussi des documentaires qui, encore une fois, la gloire du parti. Donc, on peut dire qu'on a un ensemble d'éléments de propagande. La question est quelle est l'influence de cette propagande sur la population? C'est aussi votre question. Est-ce que finalement, ce n'est pas qu'un enrobage, un marketing politique, et que finalement la population n'est pas dupe et que elle trouve ça complètement ringard et désuet? Une partie de la population, certainement. Moi, je peux pas aujourd'hui synthétiser face à vous à Paris un an sans aller en Chine, l'opinion de plus d'1 milliard, 1,4 milliard de personnes. Mais j'ai rencontré quand même au sein de l'élite politique, et ça je veux bien le souligner, au sein par exemple du corps diplomatique chinois, au sein des think tanks chinois et centres de recherche qui travaillent notamment aux questions de politique étrangère, des personnes qui témoignaient réellement d'une ferveur idéologique en se référant au marxisme-léninisme. Et par exemple, quand on évoquait cette question et cette discussion de l'identité politique de la Chine, il n'y avait pas de remise en question, aucune, et surtout une volonté d'amener la Chine vers la juste voie du socialisme. C'est-à-dire que beaucoup considèrent que la Chine est aujourd'hui, ça c'est la ligne officielle, mais qui est reprise à de différents échelons, que la Chine n'est qu'à la première étape du socialisme et qu'elle doit tendre vers cet idéal communiste que l'on n'atteint jamais comme tous les idéaux, mais ça doit rester un objectif. Et finalement, l'impression qu'on a aujourd'hui, maintenant que la Chine est deuxième puissance économique mondiale, c'est que beaucoup de cadres du parti considèrent la période de Deng Xiaoping, de réforme et d'ouverture, depuis 78 tout au long des années 80, comme un peu une parenthèse capitaliste en tout cas d'influence capitaliste, une parenthèse d'ouverture
qui était nécessaire pour faire sortir le pays de la pauvreté au lendemain de la révolution culturelle, mais qui n'est pas la juste voie que le pays doit emprunter. C'est-à-dire un peu comme la NEP de Lénine, la nouvelle politique économique, c'était une ouverture, une intégration partielle, temporaire d'éléments capitalistes pour sortir de la pauvreté, mais ce n'est pas la voie naturelle et cette parenthèse doit être limitée dans le temps. Donc c'est pour une durée limitée et que surtout maintenant aujourd'hui la Chine, et ça c'est intéressant à souligner parce que je le voyais bien dans les discours mais on le voit encore plus aujourd'hui 1 an après, cherche à consolider une position de confiance en soi. Alors Xi Jinping martèle les 4 confiances. La Chine doit avoir confiance en son système politique, en ses théories, donc marxiste-léniniste, en sa voie de développement, donc c'est-à-dire un système de gouvernance économique où l'État reste très fort, enfin le parti est en dessous l'État et avec une économie planifiée, on pourra y revenir, et aussi confiance en sa culture. Donc on a aussi aujourd'hui cette projection de confiance en soi qui est de dire en substance pendant trop longtemps les Occidentaux et en premier lieu les États-Unis nous ont dicté ce qui devait être bon pour nous, la juste voie, on nous a appelés à l'ouverture démocratique. Non seulement tous ces appels ne sont pas légitimes, mais maintenant on va contre-attaquer, on va leur dire de se taire et on va surtout souligner leurs failles présumées, mais en tout cas d'un point de vue de Pékin, comme ils l'ont fait dernièrement pour les droits de l'homme vis-à-vis des États-Unis. Voilà, mais vous dites ils ont confiance en leur culture et ça c'est vrai que c'est intéressant. Le FMI, les prospectives du FMI disent en gros que d'ici 2, 3, 4 ans, on ne sait pas exactement, mais les 20% de PIB qui restent à rattraper par rapport aux États-Unis devraient l'être. Très généralement, quand on devient une première puissance mondiale, bien souvent, on devient une première puissance aussi technologique et dans la suite, pourquoi pas aussi culturelle. Alors vous dites, ils ont confiance en leur culture, mais aujourd'hui, imaginons que la Chine devienne première puissance mondiale. Qu'est-ce que la Chine aurait à offrir au monde pour être séduisante et imposer un système en dehors simplement des systèmes, on y reviendra tout à l'heure peut-être, du système politique en tant que tel, des méthodologies politiques des partis. On sait qu'il y a des think tanks qui travaillent avec d'autres partis, que ce soit des partis dans les pays du Sud. On sait que le Parti communiste chinois a des rencontres d'autres partis dans d'autres pays. Mais purement culturellement, qu'est-ce que la Chine aurait à partager et à promouvoir pour séduire le reste du monde, une fois qu'elle sera première puissance mondiale? Tout d'abord, je ne dis pas que la Chine a confiance en sa culture, mais elle essaye en tout cas de limiter ce qu'elle considérait être la culture occidentale dans son pays. Ça, c'est déjà un développement à prendre en compte. Pour vous donner des exemples très précis, les bibliographies qui sont distribuées par les professeurs dans les universités aux étudiants, notamment en sciences sociales, sont quasiment aujourd'hui dénuées de références à des auteurs non chinois. Et en premier lieu, les auteurs américains ou européens sont quasiment bannis. Si vous voulez inclure des références bibliographiques dans votre cours pour les étudiants, aussi légitime que cela vous paraisse en tant que professeur, vous devez obtenir la validation de cette exception par le parti, par la représentation du parti au sein de votre département de l'université. Donc on voit bien aussi qu'il y a une évolution. Le maire de Pékin, il y a quelques années, a indiqué qu'il fallait enlever les noms des résidences qui avaient un nom à consonance américaine, un peu d'un point de vue marketing, pour le remplacer par des noms chinois, par exemple. Et les instituts Confucius font partie aussi de cette politique. Alors les instituts, alors pour revenir, donc il y a 2 choses. Il y a à la fois une volonté progressive et relative, parce qu'encore une fois, la population a des approches différentes par rapport à cette politique, mais en tout cas, d'un point de vue du parti, il y a une politique de sinisation en fait du savoir et de la culture en Chine au sens large, y compris le monde de l'art contemporain, le monde de l'audiovisuel avec des quotas qui sont là depuis longtemps, mais ça s'est renforcé. Et à l'étranger, oui, il y a une volonté de promotion de la culture chinoise. Alors qu'est-ce que la Chine promeut? Bon, la langue principalement, vous en avez parlé, par les instituts Confucius, avec un succès limité, parce que beaucoup de personnes apprennent le chinois, parce que voilà, la Chine est perçue comme aussi un marché pour effectuer son stage, un premier emploi, ou un pays intéressant à suivre, etc. Mais beaucoup de cours d'apprentissage du chinois ne sont pas dispensés en Institut Confucius. Enfin, l'Institut Confucius, c'est qu'une goutte d'eau dans l'offre d'apprentissage du chinois. Donc on pourrait en discuter, mais ils ont quand même fait polémique, ces instituts Confucius. Par exemple, plusieurs universités américaines
américaines ont fermé les ports des instituts Confucius, considérant qu'il n'y avait pas de liberté d'expression. Et dans certains cas, c'était à raison. En Suède également, alors que les tensions diplomatiques sont assez vives entre Stockholm et Pékin, plusieurs instituts ont été fermés. Il y a aussi des polémiques à Bruxelles et ailleurs. Donc, vous avez raison, à la fois la Chine essaye de promouvoir certains éléments de sa culture, par exemple les langues, mais avec un succès mitigé. Mais je pense que le mot mitigé est important, parce que quel que soit le sujet, on revient à une réception différente, c'est-à-dire à la fois des pays qui commencent à être agacés par cette politique, on pourrait dire de sharp power chinoise, puis c'est pas vraiment du soft power, et d'autres qui restent assez ouverts aux instituts Confucius et autres. Quel autre exemple? Par exemple, les médias chinois. Le réseau de médias chinois en langue étrangère s'est diversifié et développé en Afrique subsaharienne, dans une partie de l'Europe, en Asie du Sud-Est. Est-ce que ce sont des courroies de distribution un peu idéologiques, justement, ces chaînes qui un petit peu à l'image des médias turcs ici en France, qui sont, pour certains en tout cas, la courroie de distribution de l'AKP? Est-ce que c'est exactement pareil, ou est-ce qu'il y a un minimum quand même de liberté à l'intérieur de ces médias en France ou ailleurs? Non, de plus en plus, c'est des outils de propagande, hein, très clairement, de plus en plus, surtout sur les sujets sensibles comme la Covid-19, les nouvelles routes de la soie, Xi Jinping lui-même. On a des éléments de langage répétés, martelés, le Xinjiang encore plus, Hong Kong, qui sont très cadrés, qui se retrouvent d'une chaîne à l'autre, enfin d'un contenu à l'autre, d'un programme à l'autre. Et on a aussi dans ces chaînes aussi parfois des contenus, souvent des contenus qui soulignent les failles, encore une fois, de l'Europe, des États-Unis, des pays démocratiques au sens large. Donc non, on peut pas parler de médias libres ni en Chine, ni les médias chinois qui sont présents à l'étranger aujourd'hui, clairement, mais c'est un réseau qui s'est densifié, qui bénéficie de financements conséquents, hein, lorsqu'on regarde les bureaux de l'agence de presse Xinhua à l'étranger, les bureaux des chaînes CGTN, etc., et qui fait partie plus globalement d'une stratégie chinoise, encore une fois, de sharp power. Et alors la question, c'est est-ce que un État parti centralisé, donc parti unique, autoritaire, peut promouvoir sa culture avec efficacité? Parce qu'en fait, cette promotion, elle est très cadrée, très guidée, très centralisée, à tel point que finalement, elle pourrait apparaître presque monotone, et elle apparaît. Par exemple, au début du lancement du projet des nouvelles routes de la soie, en automne 2013, on a assez rapidement vu en Europe, mais aussi en Asie, par exemple, l'organisation d'expositions sur les nouvelles routes de la soie. Alors, ces expositions, organisées souvent par les ambassades, consistaient à voir des dessins assez répétitifs de chameaux dans le désert pour rappeler les routes. Vous voyez, ce que déjà d'un point de vue artistique, je ne critique pas les talents mais globalement, on avait une répétition de ces mêmes métaphores à la gloire aussi du nouveau projet de Xi Jinping, qui n'était pas très intéressante artistiquement. Donc on a quand même aujourd'hui, je pense, vraiment des limites de la stratégie d'influence de la Chine si on parle en tant que soft power. Mais par exemple, le parti en tant que tel a envie d'exporter, en tout cas, ses méthodes d'action, quoi, sa méthode de fonctionnement aussi. Ces concepts, beaucoup. Ces concepts. Par exemple, le simple fait que vous-même, vous avez déjà entendu parler des nouvelles routes de la soie, et qu'on en parle aujourd'hui, c'est un succès pour la Chine. Parce que finalement, même si on ne sait plus trop ce que c'est tellement le concept a évolué, la stratégie de propagande qui vise à marteler un concept de manière régulière dans les médias chinois, dans les conférences nationales, internationales, etc., a fini par intégrer le discours international. Et ça, pour eux, c'est déjà un gain non négligeable. D'autres exemples, là, c'est plus des batailles diplomatiques au sein des Nations Unies, mais la Chine essaye de redéfinir les contextes, des concepts et des définitions de mots qui lui posent problème. Par exemple, les droits de l'homme. Elle essaye de redéfinir le terme de droits de l'homme au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, par exemple, au sein duquel elle a été réélue membre au côté de la Russie. Elle essaye d'expliquer que le premier des droits de l'homme, c'est l'accès à la prospérité et pas aux libertés individuelles. Mais elle le fait très activement avec beaucoup de pays s'en rendent compte et il y a une bataille de coalition au sein des organisations internationales. Mais lorsqu'on regarde cette question-là, mais aussi la définition, par exemple, d'Internet,
Internet, qu'est-ce qu'Internet, ou la blockchain, qu'est-ce que la blockchain, est-ce que la blockchain est par définition décentralisée, mais aujourd'hui la Chine essaye d'investir pour revoir sa structure pour qu'elle soit plus centralisée et donc compatible avec son système politique, mais en utilisant toujours le même mot, vous voyez. Et donc on a une inversion des mots avec une volonté de rendre les définitions considérées comme universelles, les rendre relatives, pour que le langage international soit davantage dans l'intérêt de la Chine. Et c'est très embêtant, enfin, embêtant, je ne porte pas de jugement, mais c'est très, on va dire, déstabilisant d'un point de vue analytique, mais aussi diplomatique, de lire entre les lignes de ce discours, parce qu'il y a toujours un besoin de clarification finalement systématique aujourd'hui. Mais il faut bien noter que la Chine n'est pas seule dans cette volonté de redéfinir les normes, de se proposer une alternative par rapport aux démocraties. C'est-à-dire qu'aux Nations Unies, il arrive quand même, sur la plupart des enjeux considérés comme sensibles, Xinjiang, Hong Kong, etc., à réunir entre 40 et 50 États membres derrière ces positions. Donc, on a quand même, aujourd'hui, je pense, un risque de double standard, de double définition, de double norme et de bipolarisation émergente du monde. Ça peut paraître un peu généralisant de dire ça, mais c'est une réalité. On a quand même aujourd'hui des pays qui sont sensibles au discours chinois, à la fois sur son approche parce que anti-occidentale, il faut le dire, hein, on sent un ressentiment anti-occidental très fort au sein de la diplomatie chinoise, notamment depuis Xi Jinping, avec aussi un discours sur le fait que la Chine n'aurait colonisé aucun pays et donc elle se présente comme le défenseur des pays humiliés, un peu dans la lignée de la conférence de Bandung, avec un monde qui a été humilié, qui se défend grâce à cette deuxième puissance économique mondiale qui, elle, prend les devants pour amener plus d'équité pour le monde humilié. Il y a ce discours-là qui s'intègre dans les certaines organisations internationales, et à l'inverse, un certain nombre de pays, un nombre significatif de pays qui bien sûr n'adhèrent pas du tout à ce discours et considèrent que ce n'est que de la propagande et qu'il faut passer outre. Mais il faut bien prendre en compte cette double réception, je pense. Justement, la Chine se positionne de plus en plus face aux États-Unis. Vous dites qu'il y a une cinquantaine de pays très régulièrement qui la suivent dans ces positionnements, que ce soit par rapport à Taïwan, Hong Kong ou encore le Xinjiang. Le Xinjiang, ce qui serait intéressant de comprendre aussi, c'est dans quelle mesure on reste finalement un petit peu dans l'histoire, quand Mao défendait les pays du Sud, etc. On reste quand même dans cette ligne historique très forte. Est-ce que aujourd'hui, justement, Xi Jinping relance cette manière de positionner la Chine dans le monde? C'est-à-dire que depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, on voit bien que justement tout ce qui était soft power et compagnie, les Jeux Olympiques, les films qui arrivaient un petit peu en France, les films chinois, etc. Tout ça, c'est un petit peu disparu de la circulation, au profit quand même d'un discours politique et d'un positionnement politique assez assumé. Quel avenir en fait la Chine peut avoir en gardant cette position? Parce que quand bien même elle est la deuxième puissance mondiale et peut-être la première à venir économiquement, elle est quand même très très loin en termes dans certains standards par rapport encore aux démocraties occidentales. Donc est-ce qu'à un moment donné ça va s'arrêter, ou est-ce qu'au contraire quelqu'un comme Xi Jinping, qui a l'air certes très rationnel mais en même temps assez irrationnel puisqu'il se considère aussi comme nouveau timonier, est-ce qu'il y a un danger de fuite en avant de ce pays qui amènerait en plus derrière lui des pays comme la Russie, etc., et par conséquent arriver à des circonstances frontales, dangereuses avec des puissances comme les États-Unis? On y est déjà, en fait. En tout cas, tout à l'heure, on parlait des sanctions, par exemple. Suite aux sanctions de l'Union européenne sur le Xinjiang, touchant plusieurs officiels chinois façonnant la politique justement de la Chine au Xinjiang, la Chine a répondu très rapidement en sanctionnant plusieurs individus et institutions européennes, donc des parlementaires européens, des chercheurs européens, des représentants politiques, mais pas uniquement en répondant œil pour œil, dent pour dent, en sanctionnant encore plus d'institutions et de personnalités.
et avec un discours qu'on peut dire très, très virulent. Donc on peut dire là, ce n'est pas une joute militaire, c'est une joute diplomatique, mais on est quand même dans des niveaux de tension très élevés. Hein. Lorsqu'on analyse la communication de plusieurs ambassades de Chine à l'étranger, on voit bien que c'est pas uniquement un ambassadeur, mais plusieurs ambassadeurs qui c'est une stratégie qui a été mise au point récemment. Oui, récemment. Oui, c'est un changement, en effet. Donc, il y a un durcissement de la politique étrangère chinoise qui, à mon avis, doit être daté, et vous avez raison, à peu près en 2020, en fait. Donc 2020-2021 est considéré comme un tournant pour la diplomatie chinoise. D'ailleurs, Wang Yi, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois, le dit lui-même. Il dit que maintenant, une période d'opportunité s'ouvre à la Chine pour finalement amener la Chine vers il explique la voie de l'histoire naturelle, c'est-à-dire reprendre la place, même si cette reprise est bien sûr sujet à débat et contestation, parce que c'est une analyse particulière de l'histoire. Mais il y a eu deux tournants. 2008-2009, la crise économique et financière mondiale. La Chine s'en est assez bien sortie. Le redressement de l'économie a participé à la consolidation du statut de deuxième puissance économique mondiale. La confiance en soi a commencé à émerger au sein du parti, en tout cas ce positionnement des cas de confiance. Et aujourd'hui, encore plus, il y a une volonté, à la fois parce que le contexte international est perçu comme positif par la Chine, mais aussi parce qu'il y a une série d'échéances en Chine qui encouragent à cette glorification du parti, cette projection de puissance et des échéances importantes. Il y a donc cette année, on en a parlé, le centenaire, mais surtout l'année prochaine, c'est le 20e congrès du Parti communiste chinois, à l'issue duquel normalement, Xi Jinping prolongera son propre mandat, puisqu'il a amendé il y a quelques années la Constitution pour mettre fin à la limite de temps du mandat présidentiel. Il y a aussi, donc ça sera à l'automne 2022, mais avant cela, en février 2022, il y aura les Jeux Olympiques de Pékin, qui sont déjà sujets à temps d'hiver, bien sûr, qui sont déjà sujets attention, avec des appels au boycott de certaines ONG, mais la Chine ne cédera probablement rien en termes à la fois de communication et de sanctions à l'égard des pays qui émettent certaines critiques ou réserves. Donc on a un calendrier politique assez chargé côté chinois, et à cela aussi s'ajoutent des priorités importantes, mais qui sont des sujets très sensibles au niveau international, comme Hong Kong, par exemple. Et aussi une dégradation de la situation politique en Chine, là je parle en termes de droits de l'homme, qui est relevée avec plus, on va dire, de vigueur par l'administration Biden, en comparaison avec l'administration Donald Trump. Donc on a plusieurs éléments qui font que les tensions diplomatiques sont très vives, mais qui indiquent aussi que la Chine n'est pas du tout dans une perspective ni d'ajustement, de remise en cause, de doute. Au contraire. Et ce qui est intéressant, si je puis dire, de noter, c'est qu'elle est prête à payer parfois le prix économique ou en termes d'image d'un durcissement politique. Par exemple, à Hong Kong, la mise en application de la nouvelle loi sur la sécurité nationale depuis l'été dernier, sur l'été 2020, a surpris beaucoup de pays. Il y a eu des communiqués conjoints pour émettre des réserves ou des critiques sur la situation. La Chine n'a pas cédé du tout. Au contraire, elle a répondu. Et surtout, il n'y a pas uniquement des conséquences en termes d'image, il y a aussi des conséquences économiques, puisque Hong Kong commence à perdre de son attractivité en termes de place financière. Mais la Chine est prête à payer le prix de cette perte d'activité parce que le gain politique est plus important. Et donc on voit là, alors je ne sais pas si c'est ce que vous appelez une fuite en avant, mais en tout cas un raisonnement politique qui encourage la Chine à suivre sa route, coûte que coûte, malgré les tensions diplomatiques, malgré l'impact en termes d'image ou l'impact économique qui est relatif, encore une fois, parce que tout dépend des perceptions selon les pays. Donc je ne vois pas les prochaines années comme des périodes d'apaisement international, au contraire. Il faut bien aussi avoir en tête que la Chine n'est pas si isolée que ça. En effet, il y a un groupe de pays de plus en plus agacés par la Chine, un groupe qui se consolide. On peut parler aussi de la stratégie dite Indo-Pacifique, qui réunit les États-Unis, la France, le Japon, l'Australie, le Canada, l'Inde, entre autres pays, autour d'un projet finalement de renforcement de la coopération
notamment de sécurité, aussi navale, dans la zone donc asiatique au sens large, mais aussi développement de projets d'infrastructure, etc. Donc des projets de coopération entre alliés qui se consolident. Mais à l'inverse, la Chine, elle, essaye de ce qu'elle appelle élargir son cercle d'amis. Alors quel est le cercle d'amis de la Chine? Il est moins formalisé, moins consolidé que l'alliance de l'autre côté, mais on voit quand même des éléments de rapprochement entre certains pays qui s'alignent à la fois par des proximités politiques ou des intérêts pragmatiques communs. Je pense par exemple à la Russie. La relation Chine-Russie est assez complète en fait. On a parlé depuis 2014 et la tension en Crimée d'un rapprochement. On disait que c'était un mariage de circonstances, en fait, un mariage d'intérêts entre la Russie et la Chine qui n'allait pas durer, que la Russie avait besoin de se tourner vers l'Est pour écouler ses ressources énergétiques et trouver de nouveaux partenariats économiques pour faire face aux sanctions. Certes, elle l'a fait, mais on voit aussi que la coopération militaire entre la Chine et la Russie s'est développée, la coopération technologique aussi, et aussi la coopération au sein des Nations Unies et d'autres organisations internationales pour redéfinir ces concepts, ces normes, s'opposer à ce qu'ils considèrent être des révolutions de couleurs ou l'ingérence des pays occidentaux dans les affaires d'autres pays, etc. Un autre pays aussi qui semble être bien aligné derrière la Chine désormais, c'est aussi l'Iran. On a vu récemment l'ambassadeur d'Iran en Chine aller faire un tour dans le Xinjiang et faire quasiment du tourisme en montrant des photos comme quoi tout allait très très bien dans la région. Quelles sont justement un petit peu les relations, je veux dire la diplomatie entre guillemets musulmane finalement de la Chine? Est-ce que justement les blocs sunnites chiites ne jouent pas aussi cette partition-là? Alors, j'aurais du mal à considérer que la Chine a une diplomatie musulmane, parce que bon, j'avais longtemps travaillé sur la politique étrangère chinoise face au monde arabe. Elle a une approche quand même qui était au départ assez tactique, assez diversifiée, avec une volonté de ne pas s'engager dans les conflits existants. C'est-à-dire, voilà, on peut à la fois développer des partenariats avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, le conflit israélo-palestinien, surtout pas trop s'impliquer, même s'il y a parfois des tentatives de positionnement, mais vraiment très, très, très édulcorées. La Chine a essayé avant tout de développer des partenariats économiques et énergétiques avec un nombre aussi grand, aussi important de pays que possible, même au Maghreb, avec l'Algérie qui est un partenaire historique de la Chine, mais aussi avec le Maroc et la Tunisie plus récemment. Donc c'est un peu une politique tous azimuts, en se disant on va arriver à développer des partenariats en laissant les questions politiques et religieuses les plus sensibles de côté. Bien sûr, cette politique a des limites aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec l'Iran, récemment, donc un partenariat de long terme a été signé. Alors, on n'a pas encore tous les éléments de ce partenariat. On sur 25 ans, sur 25 ans, c'est ça. Bon, il y a une dimension énergétique forte, une dimension d'infrastructure. Le texte n'a pas été rendu public. On en saura probablement plus bientôt. Mais on voit de manière générale que sur l'Iran, la Chine a toujours une perspective de continuer les échanges commerciaux, notamment face aux sanctions américaines, ou de trouver des moyens de contourner ces sanctions autant que possible, et aussi d'adopter une rhétorique, encore une fois, qui fédère des pays qui se considèrent comme en opposition à l'hégémonie occidentale, avec un discours idéologique, en fait, qui les rapproche, même si ce n'est pas sur les mêmes bases. Donc, il y a à la fois les intérêts pragmatiques, énergétiques, économiques, mais aussi d'autres intérêts, je pense, une convergence, encore une fois. Je ne pourrais pas dire une convergence de pays autoritaires, parce que c'est plus nuancé que ça, plus compliqué que ça, et comparer le régime iranien avec le régime chinois, bon, ça serait un peu compliqué. Mais en effet, la Chine diversifie ses partenariats. On a parlé de la Russie, on peut parler de l'Iran, on peut parler du Pakistan, avec lequel la Chine a des relations aussi de longue date et qui se sont renforcées, y compris sur le plan militaire. Mais la Chine aussi, par exemple, exporte des armes, par exemple, à la Serbie. Elle a exporté récemment des drones de guerre. C'est la première fois que de tels drones sont sur territoire européen, donc pas l'Union européenne, mais européen. Elle a vendu il y a quelques années, elle continue à en vendre aussi des navires de guerre à l'Algérie, par exemple.
et elle est devenue de plus en plus compétitive dans le domaine des missiles qui sont reliés à son système satellitaire Beidou, par exemple, alternative au GPS. Et ces missiles se vendus de manière plus importante à certains pays d'Afrique subsaharienne. Donc, quand même, la Chine a des propositions à faire en termes de défense, en termes aussi idéologiques, en termes diplomatiques parfois, qui intéressent certains pays. Alors encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais la dimension, l'offre technologique en particulier, est de plus en plus clivante et intéressante à suivre. Parce que là, tout à l'heure, on a parlé des drones militaires, mais il y a aussi les drones civils. La Chine est leader dans ce domaine. Elle est aussi leader dans le domaine des caméras caméras intelligentes, à reconnaissance faciale. Elle devient leader dans ce qu'on appelle les smart cities, en fait, les villes intelligentes, mais en fournissant différents composants de ces villes connectées à des coûts intéressants. Donc, justement, est-ce que c'est pas là la future hégémonie culturelle chinoise? C'est ce genre d'exemple-là qui, effectivement, par la technologie, on disait, quand on arrive premier en économie, on arrive souvent premier en technologie, on développe par définition des nouvelles technologies que les autres n'ont pas. Et ce genre de smart city, enfin je sais plus comment vous avez, smart cities, n'est-ce pas l'avenir du monde au fond, et que la Chine est le premier pays à vivre ce genre de choses et l'exportera forcément? C'est sûr que la compétition technologique va être de plus en plus structurante dans la rivalité en fait, géopolitique actuelle. On pouvait déjà parler d'une course à l'innovation, notamment spatiale, au temps de la guerre froide. Mais aujourd'hui, les technologies sont plus importantes, bien plus larges que les simples questions spatiales, parce que avec les technologies viennent aussi certains produits, par exemple en termes de croissance verte, développement durable, voitures sans conducteur. Enfin, il y a tout un écosystème. Si vous avez un avantage technologique dans certains domaines, vous pouvez aussi assez rapidement avoir un avantage économique dans certains secteurs, et ce lien est bien pris en compte par la Chine. Lors du dernier plan quinquennal qui a été lancé en mars, donc 14e plan quinquennal, le gouvernement a annoncé 7,5% d'augmentation de l'investissement gouvernementaux en recherche et développement pour soutenir justement les technologies d'ici 2025. Donc on voit bien qu'il y a un investissement massif du gouvernement qui voit les technologies à la fois comme une source de renforcement du parti, en termes de c'est technologie de surveillance, etc., mais aussi comme une source de croissance économique importante et notamment capitale pour rivaliser avec ce qui est considéré l'hégémonie américaine. Donc concrètement, oui, je pense que le champ des rivalités technologiques est à suivre à plusieurs niveaux, parce que vous avez raison, les technologies, ce n'est pas uniquement des outils duals qui sont d'intérêt pour les États ou qui ont des applications militaires. Il y a aussi énormément d'applications civiles qui vont façonner un modèle de société. Et quand vous êtes un leader technologique, vous créez des normes parce que vous êtes pionnier. Exactement. Et donc vous créez des normes en termes justement d'aménagement du territoire urbain, en termes de protection ou non des données, en termes aussi d'utilisation de nouveaux outils tels que la blockchain dont on a parlé. Et donc, ce qui est intéressant de suivre aussi, c'est que, par exemple, sur la blockchain sur laquelle je travaille en ce moment, la Chine, elle fait des erreurs, il y a beaucoup de couacs, comme il peut arriver aussi, mais elle expérimente très vite. Et en expérimentant très vite, elle expérimente aussi les usages de cette technologie au niveau des individus. Et dans ce domaine-là, elle commence à prendre un temps d'avance. Par exemple, le yuan digital qui devrait être lancé à l'occasion des Jeux Olympiques, donc en février 2022, alors que les États-Unis ou l'Union européenne réfléchissent à l'éventualité de développer une monnaie digitale soutenue par leur banque centrale d'ici quelques années, mais ça sera une décision et ensuite les tests seront menés. La Chine la teste déjà. Alors peut-être avec des erreurs, et certainement, mais ces tests quand même donnent un temps d'avance dans l'expérimentation et la mise en application au quotidien. On l'a déjà vu auparavant avec la question du paiement, du smart payment, du paiement par smartphone, ou toutes les nouvelles formes de paiement qui ont émergé en Chine, Alipay, WeChat Pay, ils ont maintenant un temps d'avance en termes de système de paiement, notamment pour soutenir le e-commerce, et ça c'est à prendre en compte. Donc il y a à la fois une rivalité technologique au sens dur, c'est-à-dire l'innovation, trouver les algorithmes, les structures qui vont vraiment renforcer
l'avantage technologique d'un pays ou un autre, mais il y a aussi l'utilisation de ces technologies. Et aussi le cadre législatif chinois permet finalement, en étant, quoi qu'il se renforce, mais en étant finalement parcellaire, permet d'utiliser des données, d'utiliser certaines technologies qui sont interdites en Europe, notamment en France. Donc on est engagé dans une rivalité technologique qui n'est pas uniquement une rivalité voilà, basée sur des intérêts économiques, mais aussi une rivalité entre systèmes de société, modèles de gouvernance, fonctionnement de la vie au quotidien. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, Alice Ekman, merci beaucoup. Donc, on l'a compris, l'avenir, quand même, il faudra regarder ce qui se passe en Chine pour savoir ce qui va arriver chez nous bientôt. Je vous remercie. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.